l'image est négative. C'est pas seulement le destin d'avec qui le pense. Toute la jeunesse congolaise aujourd'hui est contre l'arrivée de Macron ici. Parce que qu'est-ce que le président Macron va venir faire à Brazzaville? Qu'est-ce qu'il va venir faire dans un pays où c'est classé un pays autoritaire? Qu'est-ce qu'il va venir faire dans une tyrannie? Lui qui prend les libertés individuelles, lui qui encourage la démocratie en Ukraine, lui qui prend des valeurs de liberté. Qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Je vous dis à 90%, la jeunesse congolaise n'a pas besoin de la visite de Macron. Ce n'est même pas le moment. Le président Sassou devrait avoir un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Parce que si le Congo se trouve dans cette situation, c'est en grande partie à cause de lui. Le président Sassou devrait avoir un peu d'humilité. Donc lorsqu'il s'exprime sur les questions de corruption, il doit avoir un peu d'humilité. En 2010, toute la dette congolaise a été effacée par l'initiative PPTE. Et 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, on se retrouve avec 117% du PIB, plusieurs milliards, plusieurs milliers de milliards de dettes. Comment vous expliquez ça? Qui était président à cette époque? C'était Pascal Lissouba, c'était Massamba Deba, c'était Youlou, et c'était surtout, Yombi. où est passé cet argent, en fait? C'est ça la vraie question. Laissez-moi terminer, M. Christian Peura. Donc, à un certain moment, le président, ça doit avoir un peu d'humilité. Si les Congolais n'arrivent pas à manger à leur faim aujourd'hui, c'est lui. Puisqu'en 80, il nous a déjà dit que le pays qui ne produit pas ne peut pas parler de développement. Mais 42 ans plus tard, on nous tient le même discours. Vous pensez que les Congolais sont dupes? Qui ne sait pas qu'il y a 6 Congolais qui ont plus d'argent que tous les autres Congolais planqués dans les paradis fiscaux? C'est sous la gouvernance de qui? Qui ne sait pas que les 14 milliards des générations futures ont disparu? C'est sous la gouvernance de qui? C'est l'Issouba qui est au pouvoir encore ou bien Yombi? Soyons sérieux, s'il vous plaît, M. Christian Peura. Lorsqu'on parle des questions de corruption dans ce pays, ça m'énerve. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas de respect pour le peuple. L'argent du pétrole, ce n'est pas l'argent d'une famille. Ce n'est pas l'argent d'un clan. Ce sont les richesses naturelles que Dieu nous a données, tous les Congolais. Où va cet argent? Pourquoi les Congolais souffrent dans un petit pays de 5 millions d'habitants, avec des revenus que nous avons? Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Mais c'est en grande partie grâce au président Denis Sassou Nguesso. Donc lorsqu'il parle de la corruption, il ne doit pas mélanger avec la France. Les biens mal acquis, ce n'est pas vrai? Ils ont eu de l'argent pour aller construire, acheter des grandes maisons en France. Ils ont travaillé dans quel... Ils ont été héritiers de qui? À un moment donné, on doit se respecter, on doit avoir du respect pour le peuple. Ayons un peu de respect pour ce peuple. Je le dis toujours, le rebelle de ce peuple sera très violent. Très violent. Il ne faut pas qu'on pousse le peuple à bout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Plus d'un observateur se pose la question sur l'intérêt de la visite du président français Emmanuel Macron au Congo-Brazzaville, pays tenu de main de fer par Denis Sassou Nguesso qui s'y maintient par coup d'État permanent. Un pays où il y a encore des prisonniers politiques, à l'instar du général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa, tous deux anciens candidats à la présidentielle de 2016. Il y a également des prisonniers d'opinion, des jeunes qui ont été arrêtés en 2015 à l'occasion, bien sûr, du référendum, du changement de la Constitution et qui croupissent encore dans les geôles de Brazzaville. Alors, visite donc d'Emmanuel Macron, disais-je, qui intervient en pleine crise généralisée en Afrique du rejet de la politique française en Afrique, subtilement appelée le sentiment anti-français. On en parle avec Destin Gavet, président du mouvement républicain. Nous aborderons également le meeting du 25 mars prochain en mémoire de Guy Brice Parfait Kolela, cet opposant congolais décédé en pleine élection présidentielle de mars 2021 au Congo-Brazzaville dans des circonstances non encore élucidées. Bonjour Destin Gavet, merci d'être avec nous sur Télar TV. Bonjour, Monsieur Christian Peura. Bonjour à tous les abonnés de Télar TV. Je voudrais profiter aussi pour leur souhaiter une bonne et heureuse année 2023 parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire.
et surtout de vous rappeler que c'est un plaisir pour nous d'être reçus sur ce plateau. Taylor TV, c'est notre maison et nous sommes heureux d'être là afin d'échanger sur des questions qui minent notre pays. En tout cas, merci de votre disponibilité. Alors, Monsieur Destin Gavet, le président français, disait, Emmanuel Macron est attendu à Brazzaville où il sera en escale technique, nous apprend-on, de quelques heures selon certaines sources avant de continuer vers Kinshasa. Que vous inspire une telle visite d'un président français dans un pays réputé de dictature et qui maintient des prisonniers politique et des prisonniers d'opinion, comme je l'ai dit, et dans mon introduction. Donc, M. Christian Perrin, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut regarder cette visite sur deux volets. Déjà, il faut le rappeler que le président français se rend au Congo-Brazzaville, comme l'avait dit, c'est un escale technique, parce qu'il va prendre part à un sommet sur le climat qui va se dérouler à Libreville au Gabon. Et donc, dans sa tournée africaine, vous constaterez avec moi qu'il va passer quelques heures au niveau de Brazzaville. Donc déjà, il faut le dire que Brazzaville, qui est la capitale de la France libre, que le président français puisse passer quelques heures ici et il ne veut pas dormir ici au Congo-Brazzaville, il décide d'aller dormir à Kinshasa. Donc il va quitter le Congo à pratiquement 21h45 ou 22h. Vous imaginez qu'il y a quand même un malaise. Effectivement, le malaise existe. Le malaise se trouve au niveau du fait qu'effectivement, vous l'avez évoqué, le Congo aujourd'hui est classé comme un État autoritaire. Il y a les prisonniers politiques qui sont arrêtés, il y a les opposants qui sont traqués, il y a les acteurs de la société civile qui sont arrêtés. Et donc, pour le président Macron, il vient au Congo malgré lui. Ça, il faut le dire. Il faut avoir ce regard-là politique pour voir les choses dans ce temps. Mais aussi, le deuxième volet, c'est celui-là où la France, effectivement, choisit une période électorale, parce que dans les 4 pays qu'il va visiter, il y a 2 pays qui auront des élections cette année, le Gabon et la RDC. Et puis, il vient au Congo comme, en quelque sorte, adouber le régime en place. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la France lutte pour la démocratie dans des pays, mais c'est la même France aussi qui vient encore cautionner les régimes autoritaires, les tyrannies. Et donc, c'est un sentiment mitigé que nous avons, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, nous avons suivi le président Emmanuel Macron lorsqu'il a tenu son discours le 28 novembre 2017 à Ouagadougou. Nous avons cru que le président Emmanuel Macron devait briser cette France-Afrique, mais nous constatons malheureusement qu'il est dans la droite ligne de ses prédécesseurs, c'est-à-dire consolider les régimes en place. Parce que pour un régime congolais, lorsqu'il reçoit Emmanuel Macron, même si c'est pour une seconde au Congo, pour eux, c'est une victoire. Parce que le président français a foulé les pieds sur le sol congolais. Donc, moi, j'ai un sentiment mitigé, je vous l'avoue. Moi, je pense que le président Macron devait... Tout à fait. Vous l'avez dit, Monsieur Destin Gavet, vous avez dit tout à l'heure, j'ai retenu 2 phrases. Il est comme un peu obligé de faire une escale disons, à Brazzaville, et vous avez insisté sur une escale avant de continuer sur Kinshasa. Je veux bien, mais est-ce qu'on peut imaginer Emmanuel Macron faire une escale à Moscou ou à Pyongyang? Le fait de faire une seule seconde au Congo-Brazzaville pour un président français qui a toujours prôné la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles et autres, nous pensons que c'est un point noir. Parce qu'il faut s'assumer. Lorsqu'on dirige, on s'assume. Aujourd'hui, le fait que le président Macron foule le sol congolais, avoir un tête-à-tête avec le président Sassou, témoigne tout simplement que le président Macron est dans la continuité de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il encourage l'installation, la pérennisation des dictatures. C'est ce que nous voulons dire. Donc, on n'a pas besoin de passer de midi à 14h pour le dire. J'ai un sentiment, nous sommes mitigés, je suis mitigé par le simple fait qu'il arrive ici au Congo, même s'il n'a pas dormi ici, même s'il passe quelques heures, le fait déjà de fouler le sol congolais, c'est une façon d'encourager la tyrannie, la dictature, l'autocratie. Voilà, M. Christian.
Alors, dans le même temps, avant même qu'il ne s'engage pour sa tournée en Afrique, bien entendu, vous l'avez suivi, le président français Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré en substance revoir les relations entre la France et l'Afrique, ou sinon il faut dire entre la France et les pays francophones qui sont sous son influence. Alors, quelle crédibilité donnez-vous à une telle déclaration prise de manière, j'allais dire, unilatérale, puisque les multinationales qui exploitent l'Afrique n'ont probablement pas été associées. Bon, oui, déjà, il faut le dire, Monsieur Christian Perrin, il faut être réaliste aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, dans un contexte de crise internationale. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine pose un problème énorme. Pourquoi? Parce que vous savez, le Congo est un pays aujourd'hui qui s'abstient de voter contre la résolution que la France défend avec les États-Unis. Donc, aujourd'hui, la France est en train de perdre, sinon la France a perdu une partie de l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali, le Burkina Faso et autres. Aujourd'hui, la France aujourd'hui ne veut pas perdre l'Afrique centrale. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ne veut pas perdre l'Afrique centrale, qui est le berceau des dictatures, il faut le dire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, voyant la montée en puissance de la Russie au niveau de l'Afrique et surtout confortée par le sentiment anti-français, il faut le dire. Les Africains ne sont plus dupes. Les Africains savent quel est le rôle que la France joue pour non seulement pérenniser les dictatures, mais aussi dans le pillage des ressources naturelles au niveau africain. Ce sont les multinationales françaises aujourd'hui qui pillent l'Afrique, on ne peut pas le dire, on ne peut pas s'empêcher de le dire. Et donc les Africains le savent, même des pays européens aujourd'hui comme l'Italie et autres pointent du doigt la France parce que pour eux, la France exploite ses anciennes colonies. Et donc, le président français est dans l'obligation de venir, voilà, et chercher un peu à rééquilibrer les choses. Mais moi, je pense que ce sont des discours démagogiques. Au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin des faits concrets. La France doit faire un choix entre être avec la jeunesse africaine aujourd'hui qui a ce sentiment-là anti-français, ou bien continuer à aduber les dictatures, mais avec des conséquences que nous avons vues au Mali, au Burkina Faso. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans ma déclaration. La jeunesse congolaise n'est pas moins courageuse que la jeunesse malienne. Elle n'est pas moins courageuse que la jeunesse burkinabé. Et dans ce pays, nous avons eu des révolutions qui ont balayé les chefs de l'État. Nous avons vu la révolution de 63 qui a balayé le loup. Donc, la jeunesse africaine ne veut plus supporter des présidents qui viennent en quelque sorte adouber, encourager, favoriser. Vous allez voir, les dignitaires congolais vont profiter de faire des selfies avec lui, ils vont publier, ils vont larguer le peuple. C'est une façon de larguer le peuple. Or, le peuple aujourd'hui souffre. Et le président Emmanuel Macron est conscient de la souffrance des Congolais, puisqu'ils ont des services ici, partout. Il travaille, il connaît la difficulté du peuple. Mais lorsqu'il connaît la difficulté du peuple et il ne veut pas se mettre du côté du peuple, quelle interprétation voudrez-vous qu'on peut savoir? Alors, pendant Bon, que vous êtes en train de le dire, Monsieur Destin Cavet, évidemment, je voulais bien savoir quelle image finalement retiendra-t-on de sa visite, parce que malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce que la France sait du Congo-Brazzaville, vous l'avez rappelé, ils ont quand même des renseignements et ils savent mieux d'ailleurs ce qui se passe au Congo que nous. Malgré tout ça, malgré cette dictature, quelle image pourra-t-on donc retenir d'Emmanuel Macron qui, dans un pays qui traverse une crise politique sans égale, il faut rappeler qu'il y a là la confiscation de l'alternance politique depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu par les armes au pouvoir, depuis juin disons octobre 1997, mais aussi un pays où les droits et libertés fondamentaux sont violés. Il y a à peine 4 jours, vous le savez, un activiste de la société civile, notamment Monsieur Amédée Lemba Adelo, était arrêté simplement parce que il dénonçait les pénuries du carburant à répétition au Congo-Brazzaville, qui est un pays producteur du pétrole pourtant, et aussi les détournements de l'argent du pétrole du Congo, révélés pourtant aussi par les grands médias, par les grands quotidiens français, notamment Libération. Quelle image vous pourriez retenir finalement d'Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite au Congo-Brazzaville? mais l'image est négative. C'est pas seulement le destin d'avec qui le pense.
toute la jeunesse congolaise aujourd'hui est contre l'arrivée de Macron ici. Parce que qu'est-ce que le président Macron va venir faire à Brazzaville? Qu'est-ce qu'il va venir faire dans un pays où c'est classé un pays autoritaire? Qu'est-ce qu'il va venir faire dans une tyrannie? Lui qui prend les libertés individuelles, lui qui encourage la démocratie en Ukraine, lui qui prend des valeurs de liberté. Qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Je vous dis à 90%, la jeunesse congolaise n'a pas besoin de la visite de Macron. Ce n'est même pas le moment. Nous avons fait des sondages, nous discutons avec des jeunes. Les jeunes s'en fichent éperdument. Ils ne veulent pas le voir ici. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons tous des souvenirs, des mauvais souvenirs de 2015, lorsque le président François Hollande a encouragé, a donné son feu vert pour le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Et nous savons que cette Constitution-là s'est assise sur des cadavres, sur des morts, sur la conscience, sur le sang. Nous le savons. Donc, au jour d'aujourd'hui, la visite d'Emmanuel Macron ici au Congo est un non-événement parce que les gens ne se bousculent même pas. Les gens savent qu'ils s'attendent à rien d'Emmanuel Macron parce que nous savons que la France, ce qui les préoccupe aujourd'hui, ce sont des intérêts. C'est la géostratégie, la géopolitique qui les préoccupe aujourd'hui. Vous pensez que la France, qui maîtrise à 100% les difficultés du peuple congolais, est-ce que la France se soucie du Congo? D'ailleurs, le président français l'a dit lors de sa conférence de presse. Il a dit à un moment donné, ce n'est pas les Français, ce n'est pas la France qui doit résoudre tous les problèmes des Africains. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que la jeunesse congolaise comprenne une bonne fois pour toutes que son destin est entre ses mains. On ne doit pas s'attendre à ce que la France vienne dégager M. Sassou Nguesso. C'est impossible. Alors, Destin Gavet, pardon, vous allez me pardonner, tout à l'heure vous avez dit, et vous l'avez bien dit d'ailleurs, probablement c'est une visite qui s'inscrit toujours dans la défense des intérêts dits français, parce que ces intérêts, toutes les fois, nous posons la question ici de savoir pourquoi est-ce que ces intérêts seraient-ils incompatibles au respect des droits de l'homme. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est une simple coïncidence qu'ils se rendent au Gabon, en Angola et au Congo, ces trois pays qui ont quelque chose en commun, le pétrole. Est-ce que ce n'est pas pour l'énergie, évidemment, pour aller, comme qui dirait, consolider un peu les intérêts français, notamment sur le plan de l'énergie qui pose aujourd'hui un réel problème dans le monde? Dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui, il faut le dire, avec la montée en puissance de la Russie au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la France aujourd'hui ne se sent plus en sécurité, il faut le dire. La France est obligée de sortir de sa réserve, de sortir de sa zone de confort. Parce qu'à l'époque, l'Afrique centrale, l'Afrique centrale était acquise à la France. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a la Chine qui est là. D'ailleurs, il a dit lui-même, lorsqu'il a défendu les intérêts économiques français. Il y a la Chine qui est là, il y a la Russie qui est là. Donc, la France devrait se battre pour effectivement être compétitive sur le sol africain. Mais comme vous l'avez dit, au jour d'aujourd'hui, il faut regarder les choses sous beaucoup d'angles. Au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect domination, il y a tout ce que vous connaissez. Donc, le choix de l'Afrique centrale n'est pas un choix anodin parce que l'Afrique centrale, comme vous le savez, il y a des régimes qui ont passé plus de 40 ans au pouvoir. Et vous vous imaginez, 40 ans au pouvoir et l'amélioration des conditions de vie des citoyens n'est pas à l'ordre du jour. Et donc, vous rendez compte, j'étais en train de suivre sur la page du ministre des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouillard, qui a publié une vidéo, par exemple, où il a fait une visite de travail sur la route de Difondo. Mais c'est catastrophique pour un ministre qui a géré les grands travaux pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est celui-là même qui vient demander aux Congolais qu'on va faire des efforts, on va travailler. Mais depuis 20 ans, ils étaient où? Vous vous imaginez un pays qui produit 350 000 barils par jour et que nous avons des problèmes de voix, nous avons des problèmes de nutrition, de santé publique. Mais c'est incroyable. Donc, il faut tout simplement dire que le régime congolais, le régime de Denis Sassou Nguesso, c'est un régime qui a failli. On ne peut plus rien attendre de ce régime. Il faut le dire avec des mots les plus simples. Si pendant 40 ans, ils ont été incapables de donner de l'électricité, de l'eau, de la santé, améliorer les routes, mais améliorer les conditions de vie des citoyens, c'est pas, même si on leur donnait encore 20 ans de mandat, qu'ils vont le faire. Donc, à ce niveau-là, le peuple doit comprendre une bonne fois pour toutes que son destin ne se trouve plus entre les mains de ce régime, de ce pouvoir, qui est adoubé par les puissances étrangères, parce que
le Congo, il faut venir un peu draguer le Congo pour que le Congo puisse revoir sa position au niveau des Nations Unies, pourquoi le Congo s'abstient toujours. Voilà les discussions que le président Emmanuel Macron aura avec le président Denis Sassou Nguesso. Le président Macron ne vient pas pour les Congolais, pour que les libertés fondamentales soient respectées, pour que les prisonniers politiques puissent recouvrir leur liberté. Le président Emmanuel Macron, il a pesé de tout son poids pour que l'opposant camerounais Maurice Kamto soit libéré. Ce dernier l'a reconnu sur le plateau de TV5 après sa libération. Mais pourquoi le président Macron ne peut pas peser de tout son poids pour que le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salsa puissent recouvrir leur liberté? Vous voyez, c'est deux poids, deux mesures. Donc, ce qui les préoccupe, ce sont les intérêts géostratégiques, c'est la domination, c'est la guerre russo-ukrainienne. Il faut que le Congo puisse revoir sa position. Voilà les sujets de discussion que le président Macron aura avec le président Denis Sassou Nguesso. Ils ne vont pas parler des libertés fondamentales, de la démocratie, de la gouvernance électorale, et ils n'ont rien à foutre avec. Ils n'ont rien à foutre avec. Et ça, le peuple congolais doit savoir une bonne fois pour toutes. La jeunesse congolaise doit prendre ses responsabilités pour dire que notre destin, c'est entre nos mains. On ne doit pas s'attendre à ce qu'une puissance étrangère vienne nous donner le salut. Le salut se trouve entre les mains des Congolais. Évidemment, le salut se trouve entre les mains des Congolais et les Congolais sont représentés à l'Assemblée, ils sont représentés au Sénat, ils sont aussi représentés par des opposants. À l'annonce, bien sûr, de cette visite d'Emmanuel Macron à Brazzaville, vous le savez, pardon? Excusez-moi, avant que vous me posiez votre question, lorsque vous parlez de la représentation des Congolais au niveau de l'Assemblée, il faut enlever ce mot-là. Parce que nous savons comment est-ce que les élections sont organisées au Congo. Les députés sont nommés. Les conseillers sont nommés. Ce n'est pas la volonté du peuple qui s'exprime. Donc, ceux qui se retrouvent au Parlement, ils ne défendent pas l'intérêt du peuple, ils défendent l'intérêt d'un clan, l'intérêt d'un système, l'intérêt d'un régime. Ils ne sont pas là pour le peuple. Donc, lorsque vous parlez du peuple congolais, faites un effort de ne pas associer ceux qui ne sont pas légitimement pour le peuple congolais. Parce que ces députés-là ne sont pas là, ils n'ont pas la légitimité qu'il faut. Parce que nous savons par quelles conditions ils sont là. Comment ils se sont retrouvés au Parlement. Nous le savons. Le peuple le sait. Évidemment, merci donc d'avoir apporté cet éclaircissement, voilà, ce complément d'information. Alors, donc, ma question était de savoir, puisque vous l'avez évidemment, je ne sais pas si vous aussi vous avez préparé, je ne vous ai pas vu dans les images, à l'annonce donc de la visite du président français Emmanuel Macron, disais-je, à Brazzaville, l'ambassadeur de France au Congo a initié une rencontre avec les responsables de l'opposition congolaise. Vous étiez convié, vous étiez là ou non? Et quelle lecture faites-vous finalement de cette rencontre? Monsieur Christian Peura, le président Denis Sassou Nguesso se déplace pour aller en France pour une visite de 3-4 heures. L'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Congo en France, M. Adada, rassemble l'opposition française, la France insoumise, le Rassemblement national et autres. C'est inimaginable d'ailleurs. En vue de l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso en France. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça, est-ce que ça coïncide? Déjà que ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi on ne nous respecte pas aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne respecte pas le Congo. Même sur le plan international, le Congo est en train de perdre son influence. C'est par rapport à ce genre de fait. Un ambassadeur, quel est son rôle? Le rôle d'un ambassadeur dans un État, c'est quoi? Le rôle d'un ambassadeur, c'est recevoir les opposants pour préparer l'arrivée de son président. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Les opposants congolais ont un problème. Pour eux, ils se disent que c'est la France qui va faire à ce qu'eux, ils arrivent au pouvoir. C'est la France qui doit faire à ce que M. Sassou puisse mettre en place un gouvernement d'union nationale pour que certains puissent rentrer dans ce gouvernement. C'est ça le problème de l'opposition congolaise. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités d'opposants. Ils veulent tout simplement s'attendre à ce que la France vienne arranger le lit et on va les appeler, venez dormir. Mais on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, M. Christian Peura. Donc, à un certain moment, il faut que les gens arrivent à comprendre. L'heure où la France pouvait dicter des lois, pouvait choisir les chefs d'État dans des pays souverains et révolus. Aujourd'hui, c'est le peuple souverain qui doit choisir ses dirigeants. Donc, lorsqu'un ambassadeur regroupe l'opposition, quelle opposition d'abord aussi? Parce que c'est ça la grande question. Vous pensez que lui parlait ça à l'opposition aujourd'hui? Vous avez un ministre dans le gouvernement de Coliné Makosso et vous allez vous dire que vous êtes opposant. Mais quel est le rôle d'un opposant?
l'opposant est là pour critiquer l'action du gouvernement. Alors, quelqu'un qui est dans le Évidemment, gouvernement peut critiquer l'action du gouvernement. Donc, ce sont les collaborateurs du PCT qu'on a choisis comme ça pour aller légitimiser, pour dire, oui, au Congo, il y a une opposition. Mais nous connaissons l'opposition qui existe au Congo. Mais évidemment, pendant que vous le dites, pardon, Monsieur Destin-Gavet, cela nous rappelle un peu un autre fait, très important d'ailleurs, puisque c'est la question que je me pose, pourquoi cette implication de la France dans la politique française? Parce que la fois dernière, lorsqu'on a arrêté le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'ambassadeur français a rencontré le général pour lui dire de reconnaître les résultats de Denis Sassou Nguesso comme vainqueur pour qu'il soit libéré. Et donc, ici, on vit en fait, on est dans la même logique. On a l'impression que finalement, et je peux me tromper, vous allez me corriger, est-ce que finalement la politique congolaise est dictée par la France? Parce que là encore, une rencontre avec les opposants, on se pose la question pour quel intérêt et pourquoi est-ce que les opposants congolais doivent rencontrer un ambassadeur français au Congo? Bon, déjà, la question du général Mokoko, je n'ai pas cette information, donc je m'abstiens de tout commentaire. Mais ce que je veux dire, c'est ce Je qui vous est visible. l'apporte, elle est réelle. C'est ce qui se fait. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, ces opposants-là qui ont été reçus, par exemple, est-ce qu'à la fin de la rencontre avec l'ambassadeur, ils ont fait une communication officielle? Est-ce qu'ils ont dit aux Congolais ce qu'ils se sont dit avec l'ambassadeur? Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de quel sujet? Donc, ça veut dire que le jour que l'ambassadeur et le président chinois viendra au Congo, l'ambassadeur chinois au Congo va recevoir l'opposition. Le jour que le président russe viendra au Congo, l'ambassadeur russe au Congo va recevoir l'opposition. Le jour que le président américain va venir au Congo, bon, je sais qu'il viendra, lui, il ne viendra jamais parce que c'est un démocrate, il ne va pas mettre ses pieds ici au Congo-Brazzaville. L'ambassadeur des États-Unis aussi va regrouper l'opposition congolaise. Mais c'est du n'importe quoi. C'est une absurdité, mais qui dépasse les limites. Il faut que l'opposition congolaise arrive à prendre ses responsabilités. Bon, mais du coup, il faut le dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une opposition. La loi sur l'opposition congolaise est très claire. Le chef de file de l'opposition, c'est celui-là dont le parti a plus de députés après le parti au pouvoir. Ça, c'est l'opposition parlementaire. Moi, je suis dans l'opposition extra-parlementaire. Moi, je ne suis pas sous la responsabilité de Tati Mabiala. Tati Mabiala est chef de file de l'opposition parlementaire, puisqu'il est devenu chef de file parce que son parti a eu plus de députés en 2017 devant les autres. Même là encore, nous avons eu les élections en 2022, depuis le mois de juillet. Les résultats du deuxième tour ont été connus depuis le mois d'août. Mais imaginez-vous, M. Christian Ferrand, du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt 8 mois. Est-ce qu'on a pris un décret, un nouveau décret, pour chercher à savoir qui est le chef de file de l'opposition actuellement? Puisque l'UDH et l'UPADES ont les deux eu 7 députés au Parlement. Qui est le chef de file de l'opposition? Donc, vous voyez que le PCT fait traîner les choses. Le PCT choisit ses collaborateurs, ils choisissent des personnes qui leur sont favorables pour distraire la population congolaise. Au Congo, tout le monde sait, même un enfant de 2 ans, sait que l'UPADES n'est plus à l'opposition. L'UPADES cautionne ce que fait le PCT, puisqu'ils ont un ministre dans le gouvernement du PCT. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ils se sont rendus à cette réunion avec l'ambassadeur de France. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils se sont dit, pour l'intérêt de qui? Mais pour leur propre intérêt, le peuple le sait. Puisque je vous ai dit, à 90%, la jeunesse congolaise n'a pas besoin de voir le président Macron ici au Congo. Parce que nous savons que le président Macron ne viendra pas pour résoudre nos problèmes. Il viendra pour résoudre les problèmes de la France. Et c'est clair. C'est comme ça que les choses se passent. C'est ça, gouverner un État. On défend d'abord l'intérêt de ses citoyens, l'intérêt de son pays. C'est seulement au Congo où les dirigeants préfèrent défendre d'abord les intérêts extérieurs avant de défendre les intérêts nationaux. C'est ça le grand problème au Congo. Il faut qu'on arrive à mettre en place un leadership serviteur. Il faut que les dirigeants commencent à comprendre que la priorité, c'est le Congo. Mais au Congo, on priorise les étrangers, on défavorise les nationaux. Les Congolais souffrent chez eux pendant que les étrangers sont caressés, sont adubés, sont plébiscités. Mais c'est incroyable. Faites un tour à l'aéroport de Maya Maya, faites un tour un peu partout, vous allez voir comment les étrangers sont mieux traités
que les citoyens congolais. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants aujourd'hui qui ne pensent pas à la population, ils pensent à leurs intérêts, ils pensent à leur famille, ils pensent à leur progéniture. C'est ça le problème. Et donc ça, ce n'est pas un président français qui viendra mettre fin à ça. Ça, ce n'est pas le système en place qui se sucre, qui se miel, qui va décider de stopper ces choses-là pour l'intérêt du peuple. Mais c'est le peuple. Seul le peuple congolais peut mettre fin à cette barbarie. On ne doit pas s'attendre à une solution miracle. La seule solution, c'est le réveil du peuple. Il faut que le peuple arrive à comprendre une bonne fois pour toutes que son salut ne viendra jamais d'un président occidental. Non. Le salut du peuple congolais viendra de lui-même. Il faut que le peuple arrive aujourd'hui à prendre ses responsabilités. Voilà, c'est ça la solution. Il n'y a plus d'autre solution. Croyez-moi, Ok, vous merci. n'aurez plus de... Merci. Merci beaucoup. Alors, on va changer donc de volet. Il s'agit de parler maintenant du meeting que vous êtes en train de Et pour préparer. terminer, Mais, excusez-moi, M. Christian, donnez-moi une minute. Et pour terminer, il faut que la jeunesse africaine comprenne. Vous avez déjà vu le président Emmanuel Macron rassembler la jeunesse américaine pour leur donner un discours. Vous avez déjà vu le président Macron rassembler la jeunesse chinoise pour leur passer un discours, la jeunesse asiatique. Mais pourquoi c'est seulement l'Afrique? Pourquoi la jeunesse africaine doit penser que les grandes orientations doivent provenir des présidents français, des présidents américains? Non, cette étape-là est révolue. Et nos amis de l'Afrique de l'Ouest ont compris ce mécanisme. Ils ont compris que le destin de la jeunesse congolaise se trouve entre les mains de la jeunesse congolaise. Il faut que la jeunesse congolaise arrive aujourd'hui à prendre ses responsabilités, à ne plus accepter l'inacceptable, parce que la jeunesse est humiliée et l'humiliation doit prendre fin. C'est ça. C'est le message que je voudrais passer à la jeunesse congolaise. Monsieur Christian Peura, vous savez que je suis panafricaniste et j'ai énormément de respect pour tous les citoyens africains. J'ai du respect pour les citoyens du monde, mais en particulier, j'ai du respect pour les citoyens africains. Et partout où je me rends, les citoyens africains m'ont toujours témoigné une grande hospitalité. Lorsque je parle des étrangers, j'épargne même mes frères africains. Je les épargne dans ce que je dis. Lorsque je parle des étrangers, je parle principalement des Occidentaux, principalement des Chinois. Parce que même au niveau des entreprises chinoises, des entreprises françaises, vous allez comprendre que les nationaux sont marginalisés. Et lorsque je parle des étrangers au niveau des aéroports, ce qui se passe, je ne parle pas de nos frères africains, nous tous nous souffrons. Mais je parle plutôt lorsque vous voyez un blanc devant vous, vous voyez comment les policiers tremblent, et vous, un Africain, un Congolais, on vous complique. C'est de ça que je parle. Sinon, mes frères africains, je sais que nous avons les mêmes problèmes. Je sais que nous tous nous souffrons de la domination occidentale. Nous souffrons de l'impérialisme, nous le savons. Mais je m'adresse ici aux Occidentaux, aux Chinois. Lorsqu'ils arrivent ici, nos autorités locales sont flexibles, ils arrivent à réagir et la population est prise à tabac, la population souffre, on les manipule dans les compagnies, on les paye des salaires dérisoires, tout simplement parce qu'ils sont africains et comme vous l'avez dit, parce que derrière, il y a des hommes politiques qui profitent, il y a des ministres qui ont des parts et autres, et pour eux, ils s'en fichent complètement de la souffrance de la population. Tout ce qui les préoccupe aujourd'hui, ce sont les intérêts. oui, merci Destin Gavin. Je vous vois venir dans la vision de Jules Malema de l'Afrique du Sud. C'est une très bonne chose, merci. Alors, passons donc au second volet de notre émission. C'est le meeting prévu pour le 25 mars prochain que vous allez organiser en mémoire de Guy Brice Parfait Kolela, cet opposant congolais décédé en pleine élection présidentielle de 2021, de mars 2021. Je l'ai rappelé dans mon introduction. Mais alors, quel intérêt d'une telle organisation, d'un tel meeting, bien entendu, pour le 25 mars prochain, comme vous l'avez dit. C'est quoi derrière ce meeting? Bon, M. Christian Peura, déjà, il faut dire qu'on a toujours reproché à l'opposition congolaise de ne jamais organiser des meetings, d'attendre les questions électorales, les périodes électorales pour organiser des meetings. Nous devons un peu sortir de cette liste-là. C'est-à-dire que le meeting que nous organisons le 25, il y aura d'autres meetings qui vont s'en suivre à travers le pays, parce que nous pensons aujourd'hui, 2 ans après le mandat de Denis Sassou Nguesso est à 2 ans déjà, et nous constatons que le pays est au point mort. Il faut que nous puissions nous préparer pour les échéances à venir, pour l'alternance démocratique qui aura lieu si tout se passe bien en 2026. Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi?
Guy Brice Parfait Kolela, on a été avec lui lors de la dernière élection présidentielle. Nous avons parcouru tout le pays avec lui. Nous avons signé un accord de gouvernement avec lui. Ça fait partie de l'un de ses derniers engagements politiques. Alors, il est mort, ça fait 2 ans. Nous pensons que, en tant que mouvement républicain, le mois de mars, c'est le mois qu'il est décédé, mais au-delà de ça, nous avons perdu beaucoup des personnes, des hautes personnalités de ce pays au cours du mois de mars. Nous avons le président Mariam Babi, le cardinal Biayenda, le président Alphonse Massamadeba. Ils sont morts tous au mois de mars. Et donc, lorsque vous ajoutez avec le président Kolela, la liste devient assez longue. Donc, c'est un meeting, oui, spécialement nous l'organisons pour rendre un vibrant hommage au président Guy Brice Parfait Kolela. Mais au-delà de ça, c'est rendre hommage à tous les héros. Nous parlons ici là de Massamadeba qui a apporté la révolution économique de notre pays. Ce sont des personnes, des présidents qui avaient une vision pour notre pays. Et aujourd'hui, nous pensons que ce qu'ils avaient mis sur les rails ont été complètement anéantis par le PCT. Et donc, il faut redonner de l'espoir au peuple congolais. Mais pas que ça. Parce que dans l'esprit de Guy Brice Parfait Kolela, lorsqu'il a fait son testament politique, il a demandé au peuple congolais de se battre pour le changement. Mais ce peuple-là doit être entretenu, ce peuple-là on doit véhiculer ce message au peuple. Parce qu'il y a certains qui ont oublié que Kolela est mort à cause de la politique. Donc, il faut rappeler cela, il faut rappeler le courage et l'engagement qu'avait Guy Brice Parfait Kolela. Et nous pensons que le mois de mars, c'est le mois idéal, parce que ça va faire 2 ans qu'il est parti, parce que nous pensons que son œuvre politique reste dans la mémoire collective, mais il faut prendre le relais, il faut continuer ce combat du changement. Voilà pourquoi nous avons dit que 2026, c'est une année de l'alternance politique. Puisque nous parlons de Guy Brice Parfait Kolela, qu'est-ce qui a été fait depuis évidemment sa disparition? Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement congolais pour évidemment la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela? Parce que là, c'est vous, évidemment, vous avez tout à fait droit. Vous êtes un opposant politique, mais moi, je voulais savoir un peu dans le cadre, par exemple, du gouvernement congolais, dans le cadre de l'État congolais, qu'est-ce qui a été fait pour Guy Brice Parfait Kolela? À ma connaissance, je ne connais rien qui a été fait de la part du gouvernement congolais. Je ne connais rien du tout. Aucune connaissance. Alors, pendant que vous êtes en train d'organiser votre meeting, bien entendu, du 25 mars, du 25 mars prochain, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, vous aviez un accord de gouvernement avec Guy Brice Parfait Kolela, donc vous étiez en alliance, si j'ai bien compris, avec l'UDH Yuki. Et j'imagine que le meeting du 25 mars prochain se tiendra également en collaboration avec l'UDH Yuki, c'est ça? Non, 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 non. Le meeting, ce n'est pas l'UDH qui est le mouvement républicain qui organise le meeting. C'est le mouvement républicain qui organise un meeting pour rendre hommage à Guy Brice Parfait Kolela. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Mais nous donnerons des invitations au cadre de l'UDH et nous lancerons un appel à tous les compatriotes qui sont assoiffés du changement. Donc, c'est un meeting organisé par le mouvement républicain et non par l'UDH. Comme je vous l'ai dit, le testament politique de Guy Brice Parfait Kolela ne s'adressait pas uniquement à l'UDH, loin de là, il s'est adressé au peuple congolais. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons cette légitimité d'être les héritiers de Kolela dans l'œuvre politique du changement. Il faut bien le préciser. Parce que nous avons été de ceux-là qui l'ont accompagné durant son dernier combat. Il y avait le président Jacques Serge Bango, il y avait le mouvement républicain, les deux partis, le RDD et le MR qui ont signé donc, ces accords de gouvernement avec l'UDH. Mais il faut le préciser aussi, parce qu'il y a toujours parfois une confusion qui s'opère deux fois. L'accord de gouvernement que nous avons signé avec l'UDH est devenu caduc, parce que ça ne concernait que les élections du 21 mars 2021. Donc, aussitôt les élections finies, aussitôt Kolela est parti, il est décédé, l'accord est devenu caduc, l'accord n'existe plus. Mais nous le faisons pour la mémoire, pour son œuvre, pour l'accompagnement que nous l'avons témoigné durant son dernier combat. Voilà pourquoi nous organisons ce meeting. Mais nous allons inviter les cadres de l'outil, nous allons leur passer des invitations et pour qu'ils puissent prendre part à ce meeting. Mais c'est un meeting organisé par le mouvement. Alors, mais quelle est la perception que les Congolais ont désormais depuis la disparition de Guy Brice Parfait Kolela? Que reste-t-il dans leur mémoire, bien entendu? C'est quand même, il fut quand même un opposant, quelqu'un qui était presque
qu'aux portes de la présidence de la République. Bon, ce qu'il faut dire, c'est un sentiment de tristesse. Ça, il faut le dire. C'est un sentiment de gâchis, de perte. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous constatons le vide laissé par Guillaume Sofia au sein de l'opposition politique congolaise. Parce que depuis 2 ans, il est parti. Que fait l'opposition politique? Donc, ça veut tout simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un sentiment de tristesse, de perte, de gâchis, de voir que ce compatriote, ce grand monsieur qui, comme vous l'avez dit, était aux portes de la présidence, qui avait toutes les aptitudes de diriger ce pays, mourir dans des circonstances assez floues, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et pour les Congolais, c'est de la tristesse, c'est un sentiment de gâchis, de perte, de résignation. Mais voilà pourquoi nous organisons ce meeting, pour que ce sentiment-là se transforme désormais en un sentiment de courage. Parce que vous savez, la résignation, le peuple congolais est résigné aujourd'hui. Parfois, j'ai du mal à être dur envers le peuple congolais. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a été traumatisé. On ne va pas douter de la vigueur du peuple congolais. Nous l'avons vu lors des événements sur le changement de la Constitution. Vous avez vu comment les Congolais sont mobilisés lors de la présidentielle de 2016 pour soutenir les acteurs politiques de l'opposition. Ce qu'on peut reprocher au peuple congolais, c'est aujourd'hui de ne pas avoir la maturité de défendre ces résultats. Ce n'est pas avoir la maturité aujourd'hui de revendiquer ses droits. Mais ça vient avec le temps, parce que le peuple a été traumatisé. Nous avons subi des guerres dans ce pays qui ont fait plus de 400 000 morts la guerre de 97. Donc, les gens ont perdu les familles, les gens ont perdu les jambes, les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient de très cher. Donc, du coup, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la politique, lorsqu'on parle de la résistance, les gens ont ce sentiment-là de peur, ce sentiment-là mitigé, mais c'est le rôle de l'opposition. Parce qu'il faut le dire, le pouvoir de Brazzaville est aux abois. Puisque tous les secteurs sont au rouge aujourd'hui. Circulez dans Brazzaville, dans Pointe-Noire, dans Dolisie, vous allez voir les grandes artères, M. Christian Purin. Tu as même pitié de ton véhicule. Regardez le niveau de vie des Congolais. Là, on a promis aux Congolais qu'il y aura la hausse du prix de l'électricité. Après, celui du carburant. Vous imaginez, le pouvoir est aux abois. Mais le peuple aujourd'hui a besoin d'avoir des leaders rassurants. Les leaders qui vont venir avec des solutions qui vont effectivement redonner du courage à ce peuple. C'est le combat que nous sommes en train de mener actuellement. Et il y a d'autres acteurs politiques de l'opposition aussi qui sont en train de mener ce combat à leur proportion. Donc nous disons aujourd'hui, il faudrait bien que les leaders politiques arrivent à inculquer de nouveau le sentiment d'appartenance à la nation congolaise et que la population se rende effectivement compte que le Congo est un bien commun. Le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus qui pensent que le Congo est leur héritage. Non, il faut que les Congolais arrivent à intérioriser ça dans leur conscience collective. Le Congo appartient à tous les Congolais. Aucun Congolais n'est plus Congolais que moi, Destin Gavé. Né d'un père et d'une mère congolaise. Qui est plus Congolais que moi? Personne. Je peux circuler dans les 342 000 km², je suis chez moi. Mais aujourd'hui, nous comprenons une chose, qu'il y a un groupe des individus, il y a un clan, il y a une ethnie qui a pris le pays en otage. Qui a pris le pays en otage et il pense que le Congo devient un bien privé, un bien familial. Mais c'est ce message-là qu'il faut donner aux populations. C'est ça le rôle de l'opposition aujourd'hui. Nous voyons les autres dans notre pays, comment les opposants montent au créneau pour dénoncer, pour dire des choses, pour travailler la conscience des peuples. Il faut que le peuple congolais arrive à comprendre aujourd'hui que le Congo est un bien commun et que nous devons avoir maîtrisé, intériorisé la notion de nos droits. Les Congolais ont des droits et des devoirs. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez-moi, M. Christian Purin, est-ce que les droits des Congolais sont respectés? Non. Qui viendra respecter les droits des Congolais si ce n'est pas les Congolais eux-mêmes qui doivent se faire violence? Je l'ai dit, on ne fait jamais des omelettes sans casser les œufs. Sans casser les œufs. Évidemment, on ne fait jamais les omelettes sans casser les œufs. Nous allons passer au dernier volet de cette émission qui porte sur l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso au quotidien français Le Point, où il déclare d'ailleurs à qui veut l'entendre, ni Mariam Gwabi ni lui n'ont fait 2 coups d'État. Et il est foncièrement contre les coups d'État militaires. Qu'en pensez-vous?
M. Destin Gavé? Bon, M. Christian Ferrand, vous savez, vous n'allez pas demander à une femme enceinte si elle est enceinte, alors que vous voyez bien qu'elle est enceinte. Vous savez, il faut qu'on arrive à s'assumer et à se prendre en charge. Voilà. Le président Denis Sassou Nguesso sait qu'il est revenu au pouvoir en 1997 par un coup d'État militaire qui a interrompu le processus démocratique au Congo. Est-ce que ça, on a besoin d'avoir 50 ans pour le savoir? Tout le monde le sait. Donc, lorsqu'il dit qu'il n'est pas habitué des coups d'État, il n'a jamais fait de coup d'État, bon, vous devez comprendre, c'est de la politique tout simplement. C'est la communication. Mais nous savons tous qu'en 1997, le processus démocratique a été arrêté. Un président élu démocratiquement, qui est d'ailleurs resté jusqu'à aujourd'hui l'élection la plus démocratique que notre pays a connue, la seule d'ailleurs. Ce président-là a été chassé par les armes, avec le soutien des pays étrangers, notamment l'Angola, la France, avec Total et le président Chirac. Nous le savons. Est-ce qu'il faut il faut avoir une licence ou bien un master en géopolitique puis en sciences politiques pour le savoir? Non. Et lorsque le président Sassou dit qu'il n'a jamais fait de coup d'État, bon, ce sont ses propos. Vous savez, chacun est responsable de ses propos. Mais nous avons une autre vérité, nous avons une contre-vérité et nous le disons. Donc, on n'a pas besoin de passer assez de temps pour comprendre des choses qui sont assez claires, M. Puissant. Oui, mais le dire comme ça, c'est aussi un message qu'on envoie aux Congolais, une manière de dire que, bon, finalement, puisque les Congolais ne m'ont jamais reproché de quoi que ce soit, cela veut dire que ben, je suis là démocratiquement. Et puis, bon, c'est une façon, je ne sais pas ce message, comment il est interprété par les Congolais. Bon, mais vous savez, les Congolais sont partagés. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le peuple est traumatisé, il faut le dire. Et le président Denis Sassou Nguesso n'est pas étranger à ce traumatisme qu'a le peuple congolais. Donc, il faut, les Congolais, il faut le dire, les Congolais ont la crainte du président Sassou. Et aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas la liberté d'expression. Pour un rien, on peut vous arrêter. Vous avez la preuve. J'ai passé près d'une semaine entre les mains de la CID parce que j'ai mis des hypothèses contradictoires. Ça, c'est moi, président d'un parti politique, qui a été pris comme ça. Vous imaginez un citoyen lambda? Donc, c'est une façon de dire tout simplement que les Congolais aujourd'hui, les sorties médiatiques du président Denis Sassou Nguesso, ils accordent moins d'importance. Pas parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas besoin de leur pays, pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'ils connaissent qui est en face d'eux. À un moment donné, ils ont... Mais voilà pourquoi nous disons à la population congolaise, le président Sassou n'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Il est congolais comme nous. Il est congolais comme moi. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que moi. Il n'est pas venu avec les richesses. Il a trouvé les richesses au Congo. Et le jour qu'il va mourir, il laissera les richesses. Alors pourquoi les Congolais devraient avoir peur de donner leur opinion librement? Mais nous les comprenons. C'est ce travail que nous sommes en train de faire au sein de l'opposition. Sinon, du moins, l'opposition que moi, j'incarne, moi. La vision que j'ai de l'opposition, c'est une vision où la population devrait d'abord commencer par intérioriser la notion des droits et devoirs vis-à-vis du pays. Et lorsque le Congolais va arriver à comprendre correctement ses droits, il aura la facilité de les revendiquer. Parce qu'on ne revendique pas ce qu'on ne connaît pas. J'ai dit sur un plateau de télévision, je ne sais plus quand, que 90% de la population congolaise ignore le contenu de la Constitution du 25 octobre 2015. Vous vous imaginez? Mais si vous n'avez pas la connaissance de la Constitution, comment vous allez connaître les droits et les devoirs des citoyens? Comment vous allez connaître comment fonctionne votre pays? Donc, c'est ça le Évidemment, oui, mais dans le même sens, connaître ses droits, évidemment, c'est tout à fait normal, hein, nul n'est censé ignorer la loi, mais connaître aussi la loi au Congo, en réalité, après on se pose la question à quoi cela sert lorsqu'on est face à un gouvernement qui viole tout le temps les mêmes lois, j'allais dire les textes fondamentaux. C'est la dernière question que je vais vous poser parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, touche vers sa fin, Monsieur Destin Gavé, oui. Excusez-moi, c'est au peuple, je vais rebondir rapidement, c'est au peuple de ne plus accepter qu'on puisse violer les droits. Qui va venir défendre le peuple si c'est le peuple lui-même? C'est ça le problème du Congo. Les gens pensent que c'est l'opposition qui doit tout faire, c'est la France qui doit venir tout faire, c'est les États-Unis, c'est l'armée. Non! C'est le peuple. La solution est entre les mains du peuple d'abord. Donc, quelqu'un qui est violé dans ses droits, il doit revendiquer ses droits. Peu importe le prix à payer, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs.
Voilà. Merci de nous le rappeler encore. Merci beaucoup, évidemment. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère soi-même. Alors, la dernière question qui comptera également pour le mot de la fin, c'est toujours dans le sens, bien sûr, l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso au quotidien Le Point à la question sur la corruption au Congo-Brazzaville. En tout cas, Denis Sassou Nguesso estime ou pense que c'est une vue de l'esprit et il s'insurge d'ailleurs de voir que ce sont les Français qui s'intéressent beaucoup plus à cette question et non les Congolais eux-mêmes. Alors, et en plus, il se dit être prêt à répondre devant la justice française sur l'existence, qui d'ailleurs le pointait du doigt, hein, sur l'existence d'un réseau de détournement de l'argent du pétrole du Congo. Alors, qu'en pensez-vous au Congo-Brazzaville, dit M. Denis Sassou Nguesso, en substance, qu'il n'existe pas la corruption parce qu'il dit, il pense que c'est une vue de l'esprit et puisque les Congolais eux-mêmes ne lui ont jamais reproché. Monsieur Christian Peura, la première des choses que nous allons faire lorsque nous allons arriver au pouvoir par la grâce de Dieu dans ce pays, c'est de repartir, chercher la constitution de 92 et l'améliorer. Le président Sassou qui parle de la corruption. Pourquoi dans la constitution du 25 octobre 2015, il y a un article de la constitution qui dit qu'un président va être poursuivi pour les faits liés dans l'exercice de son mandat. Pourquoi il a mis cet article? C'est parce qu'on a tout simplement peur de ce qu'on a fait pendant qu'on était au pouvoir. Est-ce que c'est la France ou les autorités françaises qui classent les pays les plus corrompus au monde? Le Congo est actuellement 164e pays le plus corrompu au monde. À 164e place, pardon, des pays les plus corrompus au monde. Transparency. Ça, c'est les Français aussi. Donc, vous vous imaginez, le président Sassou devrait avoir un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Parce que si le Congo se trouve dans cette situation, c'est en grande partie à cause de lui. Le président Sassou devrait avoir un peu d'humilité. Donc, lorsqu'il s'exprime sur les questions de corruption, il doit avoir un peu d'humilité. En 2010, toute la dette congolaise a été effacée par l'initiative PPTE. Et 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, on se retrouve avec 117% du PIB, plusieurs milliards, plusieurs milliers de milliards de dettes. Comment vous expliquez ça? Qui était président à cette époque? C'était Pascal Lissouba, c'était Massamba Deba, c'était Youlou, et surtout, où est passé cet argent, en fait? C'est ça la vraie question. Laissez-moi terminer, M. Christian Peura. Donc, à un certain moment, le président Sassou doit avoir un peu d'humilité. Si les Congolais n'arrivent pas à manger à leur faim aujourd'hui, c'est lui. Puisqu'en 80, il nous a déjà dit que le pays qui ne produit pas ne peut pas parler de développement. Mais 42 ans plus tard, on nous tient le même discours. Vous pensez que les Congolais sont dupes? Qui ne sait pas qu'il y a 6 Congolais qui ont plus d'argent que tous les autres Congolais planqués dans les paradis fiscaux? C'est sous la gouvernance de qui? Qui ne sait pas que les 14 milliards des générations futures ont disparu? C'est sous la gouvernance de qui? C'est Lissouba qui est au pouvoir encore ou bien Yombi? Soyons sérieux, s'il vous plaît, M. Christian Peura. Lorsqu'on parle des questions de corruption dans ce pays, ça m'énerve. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas de respect pour le peuple. L'argent du pétrole, ce n'est pas l'argent d'une famille. Ce n'est pas l'argent d'un clan. Ce sont les richesses naturelles que Dieu nous a données, tous les Congolais. Où va cet argent? Pourquoi les Congolais souffrent dans un petit pays de 5 millions d'habitants, avec des revenus que nous avons? Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Mais c'est en grande partie grâce au président Denis Sassou Nguesso. Donc, lorsqu'il parle de la corruption, il ne doit pas mélanger avec la France. Les biens mal acquis, ce n'est pas vrai. Ils ont eu de l'argent pour aller construire, acheter des grandes maisons en France. Ils ont travaillé dans quel endroit? Ils ont été héritiers de qui? À un moment donné, on doit se respecter, on doit avoir du respect pour le peuple. Nous le savons très bien, nous avons du respect pour le président Sassou. Mais sur les questions de corruption, il sait très bien que c'est celui qui favorise la corruption au Congo. Par l'impunité. Depuis quand il a commencé à nous vanter les antivaleurs? Depuis 2016, les mêmes discours. Est-ce que ça produit des effets? Nous avons vu le président angolais lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a fait rapatrier combien? 3 000 milliards de francs CFA. Est-ce que le président Sassou ne peut pas le faire? Est-ce que le président Sassou ne sait pas où se trouve l'argent planqué dans les paradis fiscaux? Est-ce que le président Sassou ne sait pas quels sont les ministres qui ont pillé ce pays? Il le sait. Alors pourquoi narguer encore le peuple?
On sait que vous nous avez déjà tout pris. Vous nous avez pris nos libertés, nos richesses, mais ne nous prenez pas aussi notre dignité, s'il vous plaît. C'est ce qui nous reste, quand même, un peu de dignité. Ayons un peu de respect pour ce peuple. Je le dis toujours, le rebelle de ce peuple sera très violent. Très violent. Il ne faut pas qu'on pousse le peuple à bout. Il faut que le peuple, à un moment donné, qu'on lui donne un peu de respect. Le pouvoir appartient au peuple, on dit souvent. Même dans leur slogan du PCT, qu'est-ce qu'ils disent? Tout pour le peuple, rien pour le peuple. Mais le peuple a quoi aujourd'hui? Regardez leur train de vie. Comment est-ce qu'ils vivent dans l'opulence? Donc, à un moment donné, lorsqu'on parle de corruption, les Congolais sont en train de tirer la langue par la par queue. À un moment donné, on doit avoir un peu de respect pour les Congolais. On nous a tout pris, mais laissez-nous un peu de dignité quand même. Donc, les questions de corruption, ce sont des questions qui m'énervent. Parce que 14 000 milliards de générations futures ont disparu comme ça. Et le président Sassou, lors d'une interview sur Africa 24, il a dit l'argent des générations futures, c'est pour les générations futures. Où est cet argent? L'argent est où, monsieur Puissant? Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, donc la question est posée à Denis Sassou Nguesso de répondre à cette question. Où sont passés les 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures? Et pour le reste, je crois que le message est bien passé. Il me reste qu'à vous dire merci, monsieur Destin Gavet, d'avoir été avec nous sur TELAR TV aujourd'hui. On se retrouve donc très prochainement. À vous aussi, mesdames et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous prier donc de liker et de partager pour nous permettre évidemment d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. C'est ce soutien que nous avons besoin de vous pour continuer cette activité dans le cadre, bien sûr, la liberté d'informer le public. Je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci.